Bismillahirrahmanirrahim. On va continuer avec, les travaux, le TD sur l'électrophorèse des protéines sériques. Donc on a vu au début, c'est quoi une électrophorèse des protéines sériques? Quand est-ce qu'il faut demander une électrophorèse des protéines sériques? Comment interpréter une électrophorèse des protéines sériques? Ça veut dire interpréter la partie qualitative et la partie quantitative. Et voilà, donc on a vu un petit peu l'analytique, l'instrumental, ce qu'on peut utiliser. Et maintenant, on va vers les conditions d'utilisation et puis l'interprétation. Donc, pour demander une électrophorèse des protéines sériques, c'est du sérum, c'est toujours un tube sec. D'accord, un tube sec. Et c'est préférable que le tube soit sans gel. Un tube sec, tube rouge. Donc, on peut stocker le sérum entre 2 et 8 degrés pendant une semaine. Donc, durant toute la semaine, on peut utiliser le sérum du malade. Si jamais il y a des ajouts d'analyse, comme c'est le cas, des fois on trouve une immunoglobuline monoclonale et dans la suite on veut faire une immunofixation des protéines sériques ou un dosage pondéral, voilà, des dosages pondéral des immunoglobulines. Donc on n'aura pas besoin de reprélever le malade et on peut toujours utiliser le même sérum pour la suite des investigations ou la suite des tests biologiques demandés qu'on va réaliser sur le même échantillon, c'est-à-dire sur le même prélèvement. Tu sais que des choses à ne pas faire, tube hépariné ou un tube avec un anticoagulant, c'est une contre-indication parce que tout simplement on aura une bande surnuméraire au niveau du gamma. Au niveau du gamma globuline, et ça va nous fausser nos interprétations. Bon, un sérum immunisé, c'est une non-conformité, donc on va le refuser. De toute façon, en laboratoire, il sera refusé. Un sérum ancien ou mal conservé, c'est toujours une non-conformité, où il y aura toujours de l'hémolyse, et voilà, donc on ne l'accepte pas. Donc on va voir maintenant quelles sont les variations physiologiques. Faites attention aux variations physiologiques normales. Donc l'albumine est peut-être diminuée chez la femme enceinte. La diminution est de 10%, elle fait un phénomène d'émodulation. Elle diminue aussi chez les personnes âgées. La fraction alpha 1 et alpha 2, ils augmentent au cours de la grossesse parce qu'il y a toujours un syndrome inflammatoire associé. On aura toujours les marqueurs de l'inflammation ici qui sont élevés, ce qui est ferritine, gènes seront élevés. Donc, alpha 1 et alpha 2 augmentent au cours de la grossesse et diminuent chez les personnes âgées. Les bêta-globulines augmentent au cours de la grossesse entre 40 et 70 ans. Et les gamma-globulines sont faibles chez les nourrissons et les personnes âgées. D'accord? Ici, on parle des variations physiologiques, donc faites attention, toujours regarder l'enseignement clinique s'il s'agit d'une personne âgée. Donc, toujours la définition d'une personne âgée, c'est une personne qui a plus de 65 ans, c'est une définition OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Voilà, est-ce qu'il s'agit d'une femme enceinte, il s'agit d'un nourrisson, voilà, il faut toujours voir et demander la renseignement clinique. Alors, on commence l'interprétation des protéinogrammes de l'électrophorèse des protéines sériques. Première des choses, c'est ce qu'on appelle un dédoublement du pic de l'albumine. Comme vous savez, l'albumine c'est une seule protéine. L'albumine c'est une seule protéine, donc il va migrer en même point. Donc il va migrer en même point que voilà. Je sais pas, ça marche pas.
je vais essayer. Alors, donc, l'albumine, il va migrer en même point parce que c'est une seule protéine. Ici, on a double pic. Ou si on a des bandes, on aura double bande. D'accord, au niveau de l'albumine. Chose qui est anormale, on a un seul type de cette protéine, l'albumine. Donc on peut pas avoir deux fractions, c'est une seule fraction. L'albumine va migrer en un seul point parce qu'il s'agit d'une seule protéine. Des fois, on aura deux fractions. Donc on a deux types d'albumine. D'accord, on a deux types d'albumine. C'est ce qu'on appelle BISA, de deux fractions bisalbuminémie. Deux fractions d'albumine, vous le voyez, première fraction, deuxième fraction. On aura deux groupes. Voilà, et deux pics, premier pic et deuxième pic. Et ou si on a un gel, on a double bande. C'est en fait la courbe, c'est une intégration du gel. Donc si on a ça, c'est ce qu'on appelle une bisalbuminémie. Bon, bisalbuminémie, sur le plan clinique, il n'y a pas de répercussion, on ne va rien faire. Donc s'il est là, elle est là, mais il faut connaître un petit peu, il est dû à quoi? Des fois, il est héréditaire et permanente. Il y a des gens qui ont deux fractions d'albumine et sans aucune répercussion clinique. Donc, si on peut le dire, on peut ne pas s'intéresser à ça. Ça n'a aucune répercussion clinique. Des fois, on a ce qu'on appelle la bisalbuminémie acquise. Il y a la bisalbuminémie héréditaire et qui est permanente. On a la bisalbuminémie acquise. Donc, chez les patients qu'on va traiter avec des concentrations élevées en bêta-lactamine, les bêta-lactamines, c'est le groupe des pénicillines et des céphalosporines. Si on va les traiter avec des concentrations élevées en bêta-lactamine, surtout chez les patients de la réanimation ou chez les patients avec une insuffisance rénale, on aura une double fraction d'albumine, d'accord, ce qu'on appelle une bisalbuminémie secondaire au traitement par les bêta-lactamines. Comme cette bisalbuminémie, on l'a vu dans le cas des fistules pancréatiques et voilà, et des pancréatites en général. Donc c'est toujours dans la bisalbuminémie acquise et transitoire. Très bien. Deuxième cas de figure, c'est l'hypoalbuminémie. Voilà, on est en train d'interpréter sur le plan qualitatif. Vous voyez la bisalbuminémie, tu le vois, de pic. C'est hypoalbuminémie. Vous voyez qu'il y a une hypoalbuminémie qu'on voit comme vous voyez ici, la fraction alpha-2 elle est augmentée, puisque ici il y a les alpha-2 macroglobulines et qui ne vont pas filtrer par les capsules des reins et ils vont rester, voilà, ils vont pas être éliminés dans les urines, voilà, puisque ils ont une grande taille, ils vont pas pouvoir filtrer par on va pas les retrouver dans les urines. Dans le cas d'un syndrome néphrotique, c'est l'albumine qui va sortir, mais l'alpha-2 macroglobuline il va rester. Et c'est pour cela qu'on aura en fait une inversion des courbes. On aura une hypoalbuminémie et une augmentation des alpha-2 macroglobulines. D'accord, c'est un cas typique du syndrome inflammatoire, du syndrome néphrotique, pardon. Une augmentation importante liée à l'augmentation de l'alpha-2 macroglobuline associée à une hypoprotéidémie sévère, une hypoalbuminémie due à la fuite rénale et une protéinurie massive, d'accord, une protéinurie massive, voilà, donc c'est le cas typique, hypoalbuminie et augmentation de alpha-2, c'est le syndrome néphrotique, d'accord, c'est le syndrome néphrotique, ça c'est un cas typique. D'autres cas de figure où on peut avoir une hypoalbuminémie, c'est les défauts de synthèse,
D'accord? On va avoir seulement une hypoalbuminémie. C'est dans le cadre du cirrhose, les dénutritions, donc où on va avoir une hypoalbuminémie. Dans les syndromes inflammatoires, on va avoir, comme on l'a vu, la diminution de l'albumine, catabolisme. Voilà, et on va avoir une hypoalbuminémie aussi. Alors, on a fini avec les modifications de l'albumine. D'accord. On passe maintenant aux modifications de la fraction alpha 1. Donc, diminution, vous voyez ici une diminution de la concentration de la fraction alpha 1. Ça peut être dû à un déficit congénital en alpha 1 antitrypsine ou une insuffisance hépatocellulaire, une dénutrition et une fuite, d'accord, une fuite de ces protéines, voilà, au niveau rénal. La zone alpha 1 globuline, comme vous voyez ici, il est vraiment plate et c'est qui un petit peu explique un déficit de synthèse, en cas d'insuffisance hépatocellulaire ou une atteinte congénitale, un déficit congénital en alpha 1 antitrypsine. La fraction alpha 1 va être augmentée spécifiquement en cas de syndrome inflammatoire aigu. On aura une augmentation de la fraction alpha 1 en cas de syndrome inflammatoire aigu. On passe maintenant à la fraction alpha 2. Il y a une diminution de la fraction alpha 2 en cas d'hémolyse intravasculaire. Vous savez, quand on a une hémolyse importante, il y a une diminution de la globine qui est représentée au niveau de cette fraction. Voilà, jusqu'à l'épuisement de la globine, une diminution qui est importante, ou une diminution de la capacité de synthèse, comme l'insuffisance hépatocellulaire ou d'apports comme la dénutrition. Et puis, comme l'alpha 1, l'alpha 2 globine, cette fraction va être augmentée dans le cadre d'un syndrome inflammatoire. Comme on vient de le voir, il y a une augmentation qui reste très importante associée à une hypoalbuminémie dans le cadre des syndromes néphrotiques, à l'augmentation de l'alpha 2 macroglobine, voilà, et associé à une hypoprotéinémie sévère due à une diminution liée à la fuite de l'albumine au niveau rénal et à une protéinurie massive associée au syndrome néphrotique. Alors, ça c'est typiquement un syndrome néphrotique. Vous voyez, il y a une hypoalbuminémie, il y a une hypoprotéinémie, une hypoalbuminémie, une augmentation de l'alpha 2 avec une protéinurie massive, une fuite des protéines au niveau rénal, où on va trouver une protéinurie qui est importante. C'est un syndrome néphrotique. Ça, c'est le cas d'une inflammation chronique. On aura une hypoalbuminémie. D'accord? On a dit que c'est une protéine de la réaction inflammatoire négative, l'albumine. Il y a une diminution de l'albumine, une augmentation des fractions alpha 1, alpha 2 qui contiennent les protéines de l'inflammation. Et bien sûr, on a une augmentation des gamma qui est polyclonale. Voilà. Modification de la fraction bêta. On est arrivé à la fraction bêta. On a diminution de la fraction bêta, c'est en cas d'insuffisance hépatocellulaire, ça veut dire
insuffisance du synthèse des protéines, une dénutrition, une insuffisance d'apport, ou une fuite de la transférine, ou une diminution de la fraction C3 du complément lors d'une consommation de cette fraction. L'augmentation, il y a des causes qui sont non monoclonales et des causes monoclonales. Voilà, il y a le bloc bêta-gamma qu'on voit ici. Il y a une augmentation, voilà. Pardon. Il y a une augmentation des bêta et des gamma. Ils forment ce qu'on appelle un bloc bêta-gamma. C'est un bloc bêta-gamma, c'est une fusion des deux fractions bêta et gamma. Il a un aspect en d'autres mots lié à la synthèse des EGA, ces immunoglobulines de type A et des IgM, et qui dépasse celle des IgG. Voilà, c'est l'explication de ce bloc bêta-gamma en général lors d'une cirrhose éthylique. Voilà. Et puis il y a une cause monoclonale. Au niveau des bêta, on peut avoir la migration d'une protéine monoclonale. Cette protéine monoclonale, ça peut être soit des IgA ou des IgM. En général, IgA ou IgM qui vont migrer au niveau des bêta. Les autres, c'est vraiment... et bien, parce que les IgA et les IgM, ils ont une grande taille. Rappelez, les IgM, ils sont pentamériques et les IgA sont dimériques. Et voilà, au niveau des gamma, c'est les autres EGG, EGT, EGE qui vont migrer au niveau des gamma. Donc au niveau des bêta aussi, on peut parler d'une gammapathie monoclonale ou d'une immunoglobuline monoclonale. D'où le nom gammapathie monoclonale, il n'est pas à sa place. Ça veut dire gammapathie monoclonale, ça veut dire présence d'une protéine monoclonale au niveau de la fraction gamma. Mais au niveau de la fraction bêta, on peut trouver aussi des immunoglobulines monoclonales. Donc, on peut parler de bêta-pathie monoclonale et des gamma-pathie monoclonales. Donc, il faut vraiment prendre le nom immunoglobuline monoclonale et c'est tout, comme l'anglais. Voilà. Donc, c'est mieux de parler d'immunoglobuline monoclonale qui migre au niveau de la fraction bêta. Ça veut dire quoi, une immunoglobuline monoclonale? C'est en général c'est des plasmocytes qui deviennent folles, c'est un cancer, et qui vont se multiplier d'une manière anarchique et folle, et ils vont sécréter la même protéine. Je veux dire, c'est pas des immunoglobulines, des vraies immunoglobulines qui n'ont pas cette fonction, mais cette protéine qui peut être des immunoglobulines, comme ils peuvent sécréter des chaînes légères. Et ces immunoglobulines, c'est la même immunoglobuline. C'est pour cela qu'ils donnent un pic étroit. Voilà. Il rappelle un petit peu le pic de l'albumine. C'est pour cela qu'ils donnent un pic étroit parce que c'est la même immunoglobuline. Et c'est cette quantité, on peut intégrer la coupe et mesurer cette quantité de l'immunoglobuline monoclonale. Et cette quantité de l'immunoglobuline monoclonale qu'on va suivre et qui va refléter la masse tumorale. Donc c'est une présence d'une immunoglobuline monoclonale au niveau du bêta. Très bien, ici on voit un bloc bêta-gamma. Donc modification au niveau de la fraction gamma. Donc au niveau de la fraction gamma, on peut avoir des modifications. Ici, on voit que vraiment il y a un aplatissement de la courbe au niveau de la fraction gamma. On parle de hypogammaglobulinémie. Des fois, on parle de agammaglobulinémie. Donc, il n'y a pas de fraction gamma. C'est en général, cette hypogamma, c'est chez les nourrissons, c'est physiologique. Mais des fois, c'est en général, ça reflète des pathologies qui sont associées où il n'y a pas d'anticorps et cette fraction, on va la voir qui est abaissée par l'hypogammaglobulinémie. Voilà, et on peut avoir une augmentation de l'immunoglobuline monoclonale. Cette augmentation
ici, il n'est pas monoclonal, il est polyclonal. C'est dans le cadre d'une infection où il y a une augmentation de plusieurs fractions d'anticorps, donc plusieurs antigènes, donc plusieurs fractions d'anticorps, et on aura une augmentation qui est polyclonale, c'est-à-dire il y a plusieurs clones de lymphocytes qui ont devenu des plasmocytes. Donc plusieurs clones de plasmocytes qui ont sécrété ces anticorps, il y aura une augmentation polyclonale, une augmentation des gamma-globulines polyclonales liées à la stimulation de nombreuses clones les plasmocytes, et qui vont sécréter des immunoglobulines différentes, c'est dans le cadre d'une infection. Et puis vous avez l'hypergamma-globulinémie monoclonale, un pic en gamma. C'est voilà, c'est la même chose, c'est une protéine monoclonale. C'est comme la protéine monoclonale qu'on a vu au niveau des bêta. Maintenant, on la voit au niveau des gamma. C'est vraiment des plasmocytes qui s'enfolent, qui se divisent de manière anarchique, qui sécrètent une protéine qui n'a pas de fonction, cette protéine cancéreuse, c'est cette protéine monoclonale. Donc, c'est cette protéine monoclonale qu'on va doser et qu'on va intégrer cette courbe pour avoir sa concentration de la même manière qu'au niveau des gamma. Au niveau des gamma, on a en général c'est les GGG et les EGE et les EGT. Et des fois on trouve des EGA au niveau des gamma. Voilà, et dans la bande, vous la voyez ici, voilà, une augmentation des gamma, c'est anormal, vous voyez, et cette augmentation on peut l'intégrer pour avoir cette courbe droite. Voilà, ici on voit une augmentation polyclonale des gamma-globulines. D'accord, c'est une infection. Ici, une augmentation monoclonale des gamma-globulines. Et vous voyez ici, il y a le rapport albumine sur globuline. Quand il y a une augmentation gamma-globulines, il y a une baisse de l'albumine. De la même manière, présence d'immunoglobulines monoclonales. Il y a une augmentation des gamma-globulines, une baisse de l'albumine, ce qu'on appelle l'inversion de la courbe. C'est la présence d'une protéine monoclonale. Donc on aura une série de cas cliniques que je vais vous envoyer pour pratiquer un petit peu. Voilà, c'est les gamma-patines monoclonales, c'est une protection d'une seule classe. D'une seule classe, ici, par exemple, c'est une classe d'immunoglobulines, d'une seule classe d'immunoglobulines homogène. C'est un seul clone de lymphocyte B maligne hyperstimulé, voilà, et qui va sécréter vraiment une protéine qu'on appelle une protéine monoclonale. Il y a plusieurs classifications des gamma-patines monoclonales. Il y a les gamma-patines monoclonales qu'on appelle malignes, c'est le myélome, le Waldenstrom, la maladie du chêne lourd, la maladie du Ferrier. Voilà, et il y a une entité qui n'est pas encore un cancer, mais qui présente. Il y a une présence d'une gamma-patine monoclonale, mais ce n'est pas un cancer encore, et qu'on va suivre juste watch and see. Il n'y aura pas de traitement, c'est une entité à part qu'on appelle l'hémégus, ou les gamma-patines monoclonales de signification indéterminée. Bon, il est là, mais voilà, il n'a pas de signification, c'est pas un cancer. Mais il a une présence d'une gamma-patine monoclonale, il faut suivre le patient chaque fois par des électrophorèses annuelles. Donc, détection d'une gamma-patine en l'absence de signes cliniques nécessite voilà, la confirmation de 3 mois, plus suivi tous les 6 mois, 1 an. Donc, voilà, l'importance des signes cliniques. Voilà, c'est très important. Les signes cliniques, des douleurs osseuses, des fractures, une démo, voilà, une osteoporose, voilà, donc une insuffisance rénale d'installation brutale, une anémie sans explication, une LS très élevée, une protéinémie élevée supérieure à 90, donc tout ça va nous orienter vers une gamma-patine monoclonale. Donc il faut demander une électrophorèse rapidement. Et si vous allez trouver
un pic monoclonal, il faut le typer. Le typer, ça veut dire quoi? Ça veut dire savoir quel type d'immunoglobuline qui a causé cette augmentation. Voilà, est-ce que c'est un IgM, c'est un IgA, est-ce que c'est un IgT, c'est un IgE? Donc on va les typer par quoi? C'est par un examen complémentaire qu'on appelle immunofixation. Et voilà, comme ça on aura les sous-types. Donc est-ce qu'il s'agit d'un IgG kappa, IgG lambda? Les kappa et lambda, ce sont les chaînes légères. Voilà, on peut avoir un myélome à chaîne légère de type kappa ou de type lambda, et c'est un myélome qui est vraiment agressif et qui donne d'emblée une insuffisance rénale et une protéinurie. D'accord, voilà. En plus de l'immunofixation, après avoir typé, on peut avoir d'autres examens, voilà, comme le dosage de la bêta de microglobuline pour le suivi du patient, CRP, voilà, pour l'efficacité thérapeutique. Donc il y a d'autres marqueurs qu'on appelle les marqueurs de suivi. Alors, mais toujours il y a certaines qualités. Voilà, donc si on a une CRP élevée, faites attention, on peut avoir une petite bande ici, voilà. Ou des fois, bon, ça c'est pour les biologistes, et s'il y a une bulle de colorant dans le gel, on peut avoir une autre bande sur le numéraire que vous allez prendre une protéine monoclonale, c'est pas le cas. Voilà, une CRP élevée, CRP visible à partir de 100 à 150 au niveau de la fraction gamma. Et une augmentation de l'alpha 2, donc le passe privé. De toute façon, il faut faire une immunofixation pour savoir, dans ce cas, est-ce qu'il s'agit d'une immunoglobuline monoclonale ou pas. Voilà, et prélèvement sur anticoagulant, voilà. Il y a la bande surnuméraire dans le gamma. C'est pour cela on vous dit de ne pas prélever sur un tube avec anticoagulant. Donc on aura une bande surnuméraire, on va dire que c'est une protéine monoclonale, c'est pas le cas. C'est des fibrinogens en fait. Ici, un prélèvement immunisé, vous aurez un dédoublement de l'alpha 2. Voilà, un dédoublement de l'alpha 2, c'est en général un prélèvement qui est immunisé. Voilà, donc à la fin, donc cette technique permet de séparer les molécules chargées. C'est très important dans l'orientation diagnostique, le suivi aussi, le pronostic. C'est une technique qui est très importante. L'électrophorèse des protéines sériques, c'est un examen biologique important. On a vu l'indication, entre autres les indications les plus importantes, c'est une hyperprotéinémie et une VS qui est élevée. Voilà, et c'est un aide au diagnostic, au suivi thérapeutique et au pronostic. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci beaucoup et au prochain cours.